Alors ce projet Gamelan, c'est un projet qui est ressorti de l'Agence nationale pour la recherche et il en est à sa dernière année. On inaugure avec l'année 2013. Donc, tous mes bons vœux à vous. Et c'est le 3e séminaire et le dernier aussi du genre. Il y aura d'autres actions de partage et de dissémination, bien entendu. Et c'est la 3e fois qu'on se réunit pour faire le point sur les avancées du projet. Et on le fait à chaque fois avec une thématique qui rassemble un peu nos propos. Et cette fois-ci, c'est le thème de la trace qui a été retenu. Alors, je vais m'en appliquer une tout de suite que j'aime beaucoup. J'aime bien amener des bouquins, vous savez. Alors, ça, c'est une parole d'Épicure que je trouve extraordinaire et qu'on ne finit pas de méditer. C'est une de ces maximes. Il est évident, je la prononce devant vous, et puis si elle vous fait le même effet que pour moi, vous allez voir, il est évident que le discours long et le discours court reviennent au même. C'est extraordinaire comme maxime. Alors, bon, je vais m'appliquer le discours court, bien entendu. Alors, ces traces. Ça, c'est de la forfanterie. Oui, non. Et je fais passer les bouquins, parce que je trouvais extraordinaire cette vraie vie d'Épicure de Hurtado. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, ces traces, on va évacuer tout de suite une des significations possibles de la trace, qui est la parcimonie. Alors ça, on va voir que les traces qui nous intéressent sont loin d'être parcimonieuses, elles sont au contraire proliférantes. Alors, on va se trouver assez vite de plein pied avec le big data, donc avec à la fois cette opportunité que procure le numérique, et puis aussi cette difficulté de naviguer dans des traces. Ces traces, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'intéresser à leur caractère intentionnel, parce que, après tout, toute action est une intention de laisser des traces, mais plutôt, je crois, leur corrélat collatéral, si je puis dire, de ces traces qui vont peut-être nous servir à reconstruire, à reconstituer un certain nombre de choses, à prouver un certain nombre de choses. Pour moi, le modèle de ces traces, c'est ce modèle antique que quelqu'un comme Augustin Berg a magnifiquement décrit dans un bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Écoumènes. Je ne sais pas si vous connaissez les Écoumènes d'Augustin Berg. Il nous montre par exemple comment la Cora grecque dans ces îles, qui est à la fois un lieu singulier et en même temps répété, curiosité pour la singularité que d'être répétable. Et la Cora grecque, c'est donc le chef-lieu de l'île, et il nous montre comment elle est élaborée essentiellement par les ânes qui marchent. Et un âne qui marche, évidemment, ça obéit à un tas d'optimisations. Cet âne, il cherche des points d'eau dans son parcours, il essaie d'optimiser des dénivelés, évidemment. Il va chercher à traverser les zones les plus ensoleillées dans les meilleures conditions, c'est-à-dire évidemment ne pas renoncer à un peu d'ombre s'il peut y en avoir. Et donc tout le tracé des chemins s'opère par un repassage, une trace de ces ânes en l'occurrence. Et donc on voit bien que finalement le tracé des animaux qui va prescrire celui des hommes est sous condition ici de la géographie la plus physique, celle de la Terre, celle du Soleil évidemment et de son éclairement. Donc voilà, c'est ces traces-là qui vont nous intéresser. Traces donc à relier à la Cora. Cora, c'est la chorégraphie aussi, dans Écoumènes. La géographie comme couche superficielle de l'histoire. Alors, très vite évidemment, ce qui va nous intéresser, ce sont les traces numériques. Alors, on connaît bien ça. Parce qu'en droit, quand on développe des programmes, depuis très longtemps, on les gère en configuration, on les documente, on veille à leur portabilité. Mais quid d'œuvres dont la reproductibilité n'est pas validée par des reproductions régulières? C'est un peu le sujet ici qui nous intéresse, qui est assez distinct de ce que l'on fait dans l'industrie lorsque l'on veut garantir que tel ou tel programme continue à fonctionner. Nous, on est face à des objets complexes, des performances, on verra des exemples de jeux vidéo, de musique mixte qui, lorsqu'on veut les rejouer, évidemment, posent crûment cette question des traces. Traces dont l'interprétation est toujours contextuelle. Alors, inévitablement, 2 mots sur Foucault, l'archéologie du savoir, que je cite très brièvement. Et il dit dans un chapitre qui s'intéresse à la fonction énonciative, il donne des propos qui pourront nous guider, car un énoncé, et je le cite, peut être le même, manuscrit sur une feuille de papier ou publié dans un livre. Il peut être le même, prononcé oralement, imprimé sur une affiche, reproduit par un magnétophone. En revanche, quand un romancier prononce une phrase quelconque dans la vie quotidienne, puis qu'il
qu'il la replace telle qu'elle dans le manuscrit qu'il rédige, en l'attribuant à un personnage, ou même en la laissant prononcer par cette voix anonyme qui passe pour celle de l'auteur, on ne peut pas dire qu'il s'agisse dans les deux cas du même énoncé. Le régime de matérialité auquel obéissent nécessairement les énoncés est donc de l'ordre de l'institution plus que de la localisation spatio-temporelle. Il définit des possibilités de réinscription et de transcription, mais aussi des seuils et des limites, plus que des individualités limitées et périssables. Donc on est là dans des choses que vous connaissez bien. Bruno qui acquiesce parce qu'il a beaucoup travaillé sur ces questions. J'acquiesce la référence, je suis pas d'accord avec Foucault. Bon, c'est bien. À mon avis, c'est quelqu'un qui n'a jamais su penser à la matérialité. Bon, pourtant là, il évoque bien cette dualité de la matérialité et de la sémiotique de la phrase. Il la dénie. C'est quelqu'un. Foucault parle de l'écriture, mais il n'a pas de main. Donc il ne sait pas qu'on écrit avec un stylo, une main, du papier. Il oublie le système technique. Oui, complètement. Il a une occultation complète, mais c'est un structuraliste, hein, il ne peut pas le penser. Bon, alors, ça inaugure du débat qu'on aura. Il y a une place hein, pour un débat dans cette journée à la fin. Il y aura juste un mot sur la structure. Là, on va avoir 3 exposés qui vont commencer dans un instant. Le premier sera. Qu'est-ce qui commence? C'est toi, Yann. Yann Gesselin, Marc Danger ensuite, puis Antoine Vincent. Cet après-midi, il y aura également 2 exposés et un débat. Alors, tiens, pour terminer, peut-être, à la même époque que Foucault, alors j'en choisis un autre, c'est Simondon dans son cours, on est en 68, avant on était en 67, c'est cette même période, et je trouve intéressant de dire 2 mots de Simondon. Dans l'objet technique industrialisé les réseaux, c'est un cours qu'il donne au second semestre 68, il a introduit au début de ce cours la notion passionnante de machine passive, que je trouve absolument remarquable. Machines passives sont des architectoniques, des espèces de. Un mur, par exemple, c'est une machine passive, il explique bien pourquoi. Ensuite, il évoque les machines actives, et évidemment, les machines à information, parce que c'est son dada. Et on va voir qu'il a des intuitions très fortes, et qu'il n'a pas encore. Alors là aussi, il n'a pas la pratique, il n'a pas. On est en 68, ses intuitions, elles sont tout à fait bornées par quelque chose que nous, on peut ajouter à l'heure courante, c'est évidemment une expérience de cette explosion du numérique. Alors, il écrit par exemple cette chose. Il parle des machines d'information. Ce sont des machines à interprétation ou encore à décodage, qui au lieu de combiner des données selon des règles opératoires ou d'amplifier les signaux reçus par leurs capteurs avec le moins de distorsion et de bruit de fond possible, explorent le champ des données selon différents processus pour y reconnaître des régularités et y identifier des types. Cette activité implique l'usage des fonctions de la machine à calculer et de celles de l'amplificateur et du régulateur, car ces machines déploient une stratégie de la prise d'information et appliquent une combinatoire des signaux suscités par cette stratégie. 68. Le type actuellement le plus connu de ces machines est la machine à lire, mais on peut concevoir une généralisation de la machine à information sous forme de machine à interpréter à partir d'une fonction élémentaire comme la fonction d'autocorrélation. C'est un mix incroyable d'électronique et puis de réflexion sur l'information. Bon, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut faire court parce qu'il y a beaucoup d'exposés. Peut-être on va essayer de garder un temps de discussion après chacun des exposés. Ce serait peut-être pas mal. Marc me confiait que, par exemple, lui aura du mal à comprimer son talk, mais je crois que ça vaudrait le coup qu'on puisse discuter un peu après chaque exposé et puis éventuellement factoriser dans le débat les questions les plus